Cécile Cross, vous êtes enseignante-chercheur en esthétique et en sciences de l'art à l'Université Bordeaux-Montaigne. Vous interrogez les articulations entre l'art et les nouvelles médiations et vous vous intéressez également aux questions esthétiques soulevées par les formes artistiques contemporaines. Vous êtes également co-rédactrice en chef de la revue Figures de l'art et également de la revue numérique Art, Sciences et Technologies. Et aujourd'hui, vous vous proposez de répondre à la question suivante. Une œuvre d'art est-elle une construction ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, effectivement, lorsque l'on m'a suggéré de répondre à cette question, l'œuvre d'art est-elle une construction ? Je me suis posé la question, à quel niveau entendre la question ? Puisque selon l'interprétation que l'on a de la question, nous avons effectivement des réponses différentes. Et donc, je me proposais à 4 types d'interprétation de cette question, 4 niveaux, à savoir, eh bien, premièrement, l'œuvre d'art en tant qu'art pourrait être une construction. Deuxièmement, l'œuvre elle-même serait une construction par la théorie. Troisième proposition, l'œuvre d'art serait finalement par sa construction un écho ou une restitution d'une autre sphère, la société qui la porte. Donc une œuvre sismographe en quelque sorte du socle, de l'ensemble social, culturel auquel elle se réfère. Et quatrième idée, c'est l'œuvre d'art pourrait être aussi une construction concrète à partir de matériaux qu'elle agence, qu'elle compose, qu'elle élabore. Donc 4 niveaux, au moins, hein, rien n'est exhaustif dans tout ce que je vais vous dire, vous m'en excuserez, mais au moins 4 niveaux de compréhension de cette question. Nous allons essayer de répondre avec des exemples d'œuvres, des exemples précis, et se poser cette question, mais que vont faire ces œuvres à nos réponses ? À savoir, comment y répondre avec les œuvres à ces questions. Donc, première proposition. L'œuvre est-elle, serait, ou est-elle, une construction en tant qu'art ? Alors, la notion d'art est le fruit d'une conceptualisation tardive. Le mot artiste apparaît, selon Étienne Souriau, au cours du XVIIIe siècle, je cite, où l'acception d'artiste et d'artisan se sépare. Il y aurait plusieurs facteurs présidant à son apparition. Alors là aussi, ce n'est pas exhaustif, je vous en donne quelques pistes. Premièrement, la valorisation de son champ, puisque l'art est rapproché des sciences à la Renaissance, passe à l'égard des arts dits libéraux ou arts de l'esprit, par différenciation des arts dits mécaniques, c'est-à-dire art de la main qui renvoie à un savoir-faire. L'art est cosa mentale, disait Léonard de Vinci. Alors, vous vous rappelez qu'au Moyen-Âge, les arts libéraux sont la grammaire, la rhétorique, la dialectique, également l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie, et qui deviennent, à partir de la Renaissance, toujours selon Souriau, l'éloquence, la poésie, la peinture, la sculpture, l'architecture, la gravure. Puis, on va parler des beaux-arts au XVIIIe, puis des arts au pluriel, et puis au XXe siècle, on parle de l'art. Et souvent, on lui met même un grand A. L'art avec un grand A. Alors, deuxième facteur, son institutionnalisation avec les écoles d'art réglementées par l'État, les académies au XVIe siècle à Florence, au XVIIe siècle à Paris, puis devenues plus tard les écoles des arts royales, puis impériales, nationales, régionales, etc. Autre facteur, troisième facteur, la définition d'une approche spécifique qui nous permet donc de reconnaître l'art en tant que tel. Et qui acquiert, cette approche spécifique, une certaine autonomie. Autonomie par rapport à quoi ? Alors, une très certaine autonomie par rapport à la philosophie, ça se discute, et surtout une sécularisation par rapport aux références au divin. Avec, donc, quelle est donc cette approche spécifique ? L'esthétique. L'esthétique au XVIIIe, Baumgarten, Kant. Le beau, je dirais là encore, devient, vous m'autoriserez ce verbe-là, devient à ce moment-là un sentiment issu du libre jeu de nos facultés de connaître et non plus provenant
du divin provenant de Dieu. Donc on peut envisager l'esthétique comme une science qui a pour objet l'appréciation du beau. On parle aussi, c'est pour ça que j'ai dit une certaine tout à l'heure, promotion philosophique de l'œuvre qui se reçoit. Autre facteur, je vous en donne encore 2 autres et puis je m'arrête dans tous ces facteurs de reconnaissance de l'art en tant que tel, le développement de conditions socio-économiques, parallèle à la montée au pouvoir de la bourgeoisie, au développement du commerce et de l'artisanat, C.F. Lévy-Leblond ou Beck. Je vous ai mis une bibliographie là aussi succincte. Je ne vais pas mentionner tous les ouvrages auxquels je pense, mais pour donner quelques indications. Ceci entre le XVe et le XIXe siècle, par étapes, progressivement, différemment, l'œuvre va prendre une valeur d'échange et devenir finalement l'objet d'une motivation d'achat par le désir. Donc on parlera d'objets marchands, on parlera même d'objets esthétiques. Et puis, encore un facteur, la conservation d'œuvres comme bien culturels dans les musées, avec le passage de la sphère du privé au public. Je me réfère à Roland Cher, ici, que j'ai noté également dans ces indications. Les collections royales du Louvre devenant musée central des arts en 1793, permettant de protéger les œuvres, permettant d'établir des recueils de modèles. Et puis, également, un peu plus tard, la distinction de la notion d'art par rapport à la notion de patrimoine. Alors, ce devenir-là dont nous parlons ensemble ne va pas sans heurts, sans questions, et juridiques, par exemple. Le baiser de Brancusi, dont j'ai griffonné quelques petites représentations à différentes façons de le représenter de façon plus ou moins synthétique, stylisée par Brancusi lui-même. Eh bien, ce baiser placé sur la tombe de Tania Rojkaya par son fiancé et qui peut être aussi bien considéré comme faisant partie du monument funéraire. J'ai dit placé sur la tombe, j'ai un peu hésité, mais on pourrait dire placé sur faisant partie du monument, c'est-à-dire comme tout indissociable. Comme vous le savez, on s'en souvient, à poser de vraies questions. Est-ce que c'est un ajout que l'on pourrait ôter et marchander finalement, et considéré comme œuvre d'art à part entière, ou bien est-ce que c'est une œuvre qui fait partie de ce monument et on ne peut pas le déplacer, ce qui a posé certaines problématiques. À savoir, elle a été classée au monument historique, puis a fait l'objet de demandes de déclassement, etc., etc. Alors, j'ai aussi fait une toute petite esquisse qui n'est pas très chouette, c'est vrai, mais de l'oiseau dans l'espace de Brancusi, qui a posé des questions de douane, à savoir s'agit-il d'un objet ou s'agit-il d'une œuvre, ce qui ne réfère pas au même prix, au même coût au niveau de la douane. Donc on se pose ce style de questions sur cette notion d'art. Alors Souriau le définit comment, l'art? Il écrit « L'art apparaît comme l'activité créatrice d'œuvres dont l'existence est justifiée par des qualités esthétiques, ce qui le distingue, cette notion, des sciences et techniques, et ce qui la distingue également, dans un premier temps seulement, de finalité pratique, de cette notion d'utile, mais qui renverrait à la notion de beau et de qualité sensible. Donc, la notion d'art a une histoire, une naissance. Et puis, cette notion a été appliquée rétroactivement aux productions depuis l'aube de l'humanité. On va parler d'art à propos de Lascaux, alors que nous-mêmes, on a parlé, là, on a commencé Renaissance, 18e, bon, et on va quand même parler d'art. Et puis, on va prolonger cette notion-là après le 18e, en l'étendant à des aires géographiques, à des aires historiques différentes. Comment est-ce possible ? Alors, soit en apparentant les productions, tout en contextualisant, bien sûr, la pensée, évidemment, soit en supposant que quelque chose traverse les œuvres, quelque chose qui serait peut-être comme le propre de l'homme, on pense à Fichte, quelque chose de fondamental, on parle peut-être à Bataille, à Georges Bataille, sur Lascaux, la naissance de l'art, ou bien
à l'articulation, à un certain fonctionnement d'idéalisation civilisationnelle. Je pense à Freud, par exemple, ici. En fait, ce que je viens de vous dire là, dans ce premier point, j'ai un peu triché. Enfin, j'ai pas triché, mais on entend ici l'art dans un sens spécifique et non pas générique, non pas dans le sens de faire, mais dans un sens spécifique. Or, l'art lui-même va casser cette notion spécifique d'art. On va parler de non-art, d'anti-art, de mers, de dada, de tout et n'importe quoi et art, signé Ben. De « Regardez-moi, cela suffit », signé Ben aussi, dans sa performance, sa promenade des Anglais à Nice. De bite painting, d'art conceptuel. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes, des mises en œuvre par scandale. Le ready-made de Duchamp, que j'ai redessiné ici également, son porte-bouteille, qui a été daté, mais on n'est pas sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de versions différentes, plus ou moins privées, plus ou moins connues, disons de 1914, a posé cette question, qu'est-ce qui fait art quand même si c'est ready-made? Alors, le lieu, je vous dis vite, je vous rappelle vite, c'est le lieu d'exposition, c'est le titre, c'est le nom de l'artiste, celui qui signe qu'il a porté à exposition, à présentation publique. Pour faire quoi? Pour dénoncer l'institution muséale elle-même, en montrant que finalement, c'est le fait d'exposer au musée qui fait l'œuvre d'art. Mais c'était un de nos facteurs tout à l'heure. On est en train de dire des choses que l'on connaît. J'invente rien, je vous dis des choses très connues ici. Mais on est en train de dire que l'art est en train de remettre en cause les facteurs qui l'ont défini comme art. Un des facteurs. J'en avais cité, je ne sais plus combien, 5 ou... Bon, je ne les ai pas comptés. Les fameuses boîtes de brio de Warhol, ici, c'est un dessin. Ça a été redessiné. 1964 à Gary Stable. C'est une reproduction à l'identique de boîtes du produit commercial, un simulacre qu'Arthur Danto a pu commenter, à savoir la question du critère d'identification de l'art qui supposerait une connaissance préalable. Donc c'est la théorie qui ferait le monde de l'art. Nous ne sommes plus dans le monde de l'appréciation esthétique des qualités sensibles. Voilà un autre de nos facteurs que nous soulevions tout à l'heure et que l'art remet en cause à nouveau. Et je cite également Mathieu Kessler, qui dans son ouvrage relève qu'avec les ready-made de Duchamp, effectivement, le dernier critère de l'appréciation esthétique serait d'ordre philosophique alors. Et puis on pourrait citer les arts de la performance, avec une remise en cause de la thésaurisation de l'œuvre, entre autres. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que l'art renverse la notion d'art de son sens spécifique et repose la problématique de cette définition. Savoir-faire, habileté au sens générique, art de faire, peut-être art de penser, peut-être art d'agir, peut-être ruse. Nous construisons culturellement l'art comme notion, comme concept, comme champ, comme objet. Mais l'art n'a de cesse de déconstruire chaque définition, la re-questionne pour en construire de nouvelles, provisoires. Je dirais que l'art, l'œuvre, construit l'art, la notion. Nous avions posé aussi cette question. L'œuvre d'art elle-même n'est-elle pas une construction, mais par la théorie? Alors, il y a eu effectivement une affirmation magistrale de l'œuvre comme construction à la Renaissance, fondée sur des règles scientifiques permettant de déterminer des systèmes de représentation visuelle, avec la perspective artificialiste, les proportions du corps humain, l'étude de l'anatomie, les combinaisons de longueurs différentes, avec des constructions humaines. Donc, en illustration ici, des propositions de gravure de Dürer. Cette construction est élaborée à l'aide d'outils
l'intersecteur de Dürer ici, voyez, où l'œil de l'artiste est fixe pour pouvoir traverser cet écran quadrillé qui donne accès au modèle. L'appareil de Brunelleschi. Donc ces dispositifs permettent des sortes d'appareillage. L'appareillage de quoi? Peut-être appareillage de la pensée. Et puis il y a ces traités aussi. Les traités d'Alberti, de De Pictura, les notes de Léonard de Vinci, le traité de proportion de Dürer, etc. Nous avons tout un système philosophique, dirait Wageman, de la fenêtre au sens philosophique, qui existerait avant la fenêtre architecturale et qui permettrait ici la naissance de la représentation. Donc une toute nouvelle construction ici. L'art se donne les moyens scientifiques de construire le monde, de construire la entre guillemets nature. Et par la raison, il prétend le restituer. Mais comment le pourrait-il? Eh bien, parce qu'il croit en l'existence de lois universelles, fondées sur une harmonie préalable entre l'idée et l'expérience. Il y a une bonne clé à cela, ce serait le nombre d'or, par exemple. Je me réfère à l'ouvrage notamment de Panofsky Idea et d'autres auteurs. La science fait art. L'art fait science. L'art gagne ici même la possibilité de dépasser la nature. Il ne l'imite pas, mais lui en ajoute en beauté, comme dirait Alberti. Et c'est une problématique encore actuelle. Lorsque, grâce aux nouvelles technologies, nous inventons des prothèses du corps humain, non pas pour nous soigner, pour remplacer des parties déficientes, mais de façon mimétique et fonctionnelle, mais qui permettent d'en ajouter en beauté et de faire de nos corps cyborgs de véritables héros qui peuvent ressembler à des héros d'anime, par exemple. Donc, après une idée d'ordre métaphysique, puis divine, à laquelle l'art renverrait, mais où les philosophes n'auraient ne seraient que difficilement parvenus à articuler au monde extérieur, à la matière, la Renaissance aurait trouvé effectivement une voie de réconciliation entre l'idée et le monde. Gérard Wageman écrit « Le monde était lisible, tracé de la main de Dieu, il devient représentable, maîtrisé et construit de la main, alors branché au cerveau de l'homme. » Mais nous avons aussi une mise en avant du sujet humain, de la construction, et une dissociation du beau et du bien. L'homme peut construire l'œuvre en nom propre à partir de règles qu'il élabore dans un système de représentation donné. Et ceci jusqu'à l'absurde. Le trompe-l'œil et ses règles de construction que définit par exemple Carole Talon-Hugon, qui est dans ma bibliographie. Eh bien, quel est le comble de ce trompe-l'œil? C'est de ne plus être perçu, donc de ne plus faire l'objet d'une appréciation esthétique, puisqu'il n'est plus perçu, puisqu'il se confond au monde, puisqu'il trompe l'œil jusqu'au bout. Voyez ? Et lorsqu'il est confié à l'appareil photo par des gens comme Juliane Beaver, qui fait ses trompe-l'œil en anamorphose cette fois-ci dans l'espace public, eh bien, il n'est plus lisible que par l'intermédiaire de cet œil précis de l'appareil photo. On revoit notre Dürer et son intersecteur, mais de façon tellement ludique et drôle. On voit bien ici l'importance de la théorie dans la construction de l'œuvre. La création d'alphabets, d'encyclopédies de formes, de méthodes de construction à la Renaissance, l'élaboration de grammaire formelle qu'on verra avec les artistes de l'art abstrait, Kandinsky par exemple, la conceptualisation de l'œuvre par d'autres artistes abstraits, le néoplasticisme de Mondrian par exemple, de réflexion de l'articulation sur l'harmonie plastique et sociale en parallèle avec le devenir de la société industrielle, avec le Bauhaus par exemple, et des systèmes de construction modulaire avec Le Corbusier, etc. Donc, l'œuvre peut être construction même, comme, bien sûr, avec la colonne sans fin de Brancusi, qui est un ensemble de modules identiques les uns sur les autres, comme une série de modules, et puis ces colonnes qu'il fait aussi en série,
Donc je vous passe sur les détails techniques. Et qu'en a fait Carl André, que j'ai dessiné aussi, vous m'excuserez pour ces dessins, ces petites esquisses, qu'en a fait Carl André? Eh bien, Carl André qui s'inspire de Brancusi, et d'autres aussi, du constructivisme russe, de Stella, etc., mais qui utilise des éléments modulaires, répétés, produits industriellement, non transformés, pour un ensemble minimal, la plus grande économie pour la plus grande fin, dit esthétiquement neutre, mais posé au sol, pour que l'on puisse marcher dessus. Cette idée de la sculpture comme lieu, comme s'il avait renversé la sculpture, la colonne de Brancusi, et que l'on pouvait, cette fois-ci, marcher. Fréquenter, expérimenter l'art avec ses pieds, marcher sur l'œuvre. Nous avons là deux acceptions de la notion de construction, de construire. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire construction? Construire, ça veut dire édifier, bâtir, ériger, élever. C'est un premier ensemble de sens, de signification. Et puis ça veut dire aussi assembler, agencer, aménager, composer. Pourquoi je les mets ensemble, ces deux ensembles de termes? Pourquoi je fais ces deux ensembles? Parce qu'on n'a pas les mêmes termes opposés. S'oppose à édifier, bâtir, démolir, détruire, et s'oppose à l'ensemble assemblé, agencé, déconstruire, démanteler. D'un côté Brancusi, de l'autre côté André, Carl André. N'y aurait-il pas un fond commun à ces deux ensembles, avec le terme d'élaborer, de l'élaboration? En psychanalyse, je me réfère à François Duparc, l'élaboration est une mise au travail, le fruit de l'exigence du travail de la pulsion, du fait de son lien avec le somatique, le corps biologique, qui va dans deux sens. Le travail de la pensée du concret à l'abstrait et un travail de force, dit François Duparc, de la pensée à sa réalisation. On pourrait croire là deux sens contraires, un vers le haut, un vers le bas. On pourrait voir Brancusi et Carl André. Mais en fait, non. C'est un double mouvement de progression et de régression simultanés que l'on trouve à la fois dans le travail du rêve, il y a ces deux mouvements, et dans le travail du deuil, par exemple. En même temps, comme dans ces deux œuvres-là, il ne faut pas juste opposer un mouvement à l'autre, mais ces deux mouvements à la fois. Donc, je reviens toujours à ma même question. L'œuvre est-elle une construction? Est-ce l'œuvre qui est une construction ou est-ce le point d'approche de l'œuvre qui lui attribue ce caractère de construction de la pensée, qui le caractérise, qui reconnaît en elle sa propre construction? Bon, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui, de la théorie ou de l'art, détermine l'autre? Or, l'art, c'est très bien renverser les propositions théoriques et plastiques, c'est très bien les disperser. L'art se joue des règles de construction qu'il se donne. J'avais écrit qu'elle se donne, je le mets au féminin, l'art. Pourquoi? Parce que j'ai pensé à l'œuvre. C'est l'œuvre, en fait, dont il faut parler. C'est les œuvres dont nous parlons. Puis l'art, c'est aussi bien s'ancrer dans la société qui le porte. Donc c'est mon troisième point. L'art, une construction de quoi? L'art trahirait et traduirait. Je me trahis en disant traduire, j'ai écrit en disant trahir, je me trahis, alors que j'ai écrit traduit. Mais le vrai mot, ce serait trahir. La société qui le porte, ainsi que la structure de pensée en jeu. On pense aux essais d'iconologie de Panofsky, où l'œuvre est d'art et sa signification. L'œuvre qui trahirait, donc qui laisserait filtrer ce qui demeure relativement inapparent ou pas encore sensible. Je pense à Hervé Fischer et les couleurs de l'Occident, avec une approche sociologique. L'œuvre pourrait ressentir les plus infimes tremblements, comme en avant d'eux. C'est pour ça que Bernard Lafargue, d'après Nietzsche, propose de réévaluer cette idée de l'œuvre comme sismographe de la société qui le porte. Mais ma question, c'est jusqu'à quel point est-on sûr que l'art appartient bien à sa société et à ce qu'il restitue?
n'est-ce pas aussi bien ces changements? Donc, plus ce qu'elle est. Alors, j'avais porté pour cela 2 exemples. Nous pouvons gager au moins que ce que nous pensons est toujours un petit peu en retard sur ce qu'offre l'art, que l'art est une construction de ce qu'il désigne comme adhérent et que donc il reconstruit, mais sans cesse. On n'y voit rien, dirait Daniel Arras. On peut proposer aussi des approches d'esthétique psychanalytique, comme j'ai pu faire dans un de mes ouvrages. Et je vous ai rappelé là un exemple entre cet Oedipe et le Sphinx de Ingres en 1808 et puis 1864, celui de Gustave Moreau, rapidement. Rapidement, à gauche, vous avez le héros centré avec, alors j'ai fait des traces de construction ici dans les petits schémas du milieu, avec des axes médians majeurs où le héros est équilibré, bien ancré dans le sol, avec ses appuis solides, le rééquilibrage des diagonales par même l'utilisation de ses lances qui protègent le creux de son ventre et de sa cuisse. Ce centre-là, c'est un héros magistral, victorieux, qui fait passer la parole, vous voyez, par le biais de ses mains en pointillés le long de ses doigts, de lui jusqu'au sphinx. Il est tourné vers la gauche, où il y a un sphinx, ou une sphinge plus exactement, excentré comme son regard. C'est la folie excentrée où le regard s'en va hors champ. Et on remarque que le corps du héros, vous voyez sur ce schéma ici, est légèrement décalé aussi vers la droite, ce qui rééquilibre l'ensemble. Il rééquilibre la folie. On a bien l'esprit néoclassique d'une représentation du héros mâle triomphant. Alors que à droite, c'est le couple ensemble qui est au centre, voyez. Et ce double parallélépipède que l'on peut tracer au milieu, c'est un double parallélépipède croisé qui comprend les 2 corps. Alors on aurait pu penser d'un détournement ironique par Gustave Moreau des éléments de représentation de Ingres, comme cette colonne minuscule qui ne sert plus d'appui au sphinx, par exemple, et le sphinx directement, ou la sphinge ancrée sur le corps directement du jeune homme. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un jeu de corps et sans issue, parce que l'ouverture, là, n'est pas du côté du héros, il est du côté de la sphinge. Si elle s'envole, elle peut s'envoler, pas lui. Lui, il est coincé, il est acculé à la roche. Et puis, nous avons une atmosphère de sensualité trouble, une ambiance morbide. Cette femme sphinx, en contact, et non plus en parole, en contact corporel, restituerait bien ici l'esprit symboliste de la fin du XIXe siècle. Donc on est bien des œuvres comme sismographes de la société qui nous restituent complètement ces ambiances de pensée de l'époque. Mais, on pourrait trouver toute autre façon de regarder ces œuvres. On pourrait comprendre Oedipe et le Sphinx victorieux, cette fois-ci compris dans une ellipse qui les englobe tous deux, qui contraste d'ailleurs avec ce système de cercle qui traduirait les mouvements complètement affolés du personnage ici. Donc une ellipse beaucoup plus tranquille, mais quand même, qui se cercle en extension et qui pourrait s'agrandir encore plus en hors-champ de l'œuvre et qui traduirait finalement une certaine de résistance. Ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit tout à l'heure, forcément. Ce n'est pas contradictoire, mais ça module un petit peu l'interprétation, le regard. Et puis, chez Gustave Moreau, on pourrait regarder dans cette suite de courbes, qui est une proposition de ma part, vous pouvez ne pas être d'accord sur cette proposition de traduction des grandes lignes de force de l'œuvre. Eh bien, nous avons ces courbes qui englobent, qui écrasent en même temps. Donc, une mise en tension, en arc du corps du jeune Édipe, le jeune éphèbe tendre ici, de cette ouverture là-haut de la sphinge et du sol, mais aussi cette croissance du corps d'Oedipe vers celui du sphinx qui, inversement, ressemble à une énorme main qui l'attrape, qui l'agrippe et qui l'accule à la roche. Donc ici, on a ces notions de double dans l'œuvre de Gustave Moreau. Et ma proposition, c'est que l'art ici renvoie à des véritables procès psychiques en parallèle à la psychanalyse qui naît à la même œuvre, vous me direz sismographe, mais qui la dépasse. On n'a pas le temps de développer encore.
mais le rapport de l'œuvre, de l'art à la théorie, n'est pas circulaire. En fait, pour revenir à notre histoire de poule et d'œuf, si vous voulez, la poule, la théorie, est là avant l'œuf, l'œuvre, parce qu'elle est dépassée. Parce que de l'œuvre, enfin de l'œuf, d'accord, on ne sait jamais ce qui va sortir. Donc ma proposition, c'est que la poule est là avant l'œuf, mais c'est l'œuf qui est en protension, donc devant la poule, mais vers le futur. Bon, après vous en faites. Alors, une petite remarque, avant de passer à mon dernier point, je sais que je suis presque au bout de l'heure, on retrouve en peinture les deux acceptions de la notion de construction, comme bâti et comme assemblage. Comme bâti avec les grands axes de construction, comme assemblage si on pense aux paramètres plastiques, aux couleurs, aux formes, aux touches, etc. Et bien sûr, en fonction des artistes de notre histoire de l'art, les artistes tendent plus vers une notion ou vers l'autre. Ceci dit, ces deux sens-là, là aussi, on ne peut pas faire du deux. C'est-à-dire que les grands axes de construction pourraient être des éléments de paramètres plastiques, pourquoi pas? Et les paramètres plastiques, on pourrait construire avec de la couleur. Donc, pourquoi opposer le bâti à l'assemblage? Pourquoi pas dire que chacun, en ce qui concerne la peinture, l'œuvre picturale, peuvent être à la fois soit bâti, soit assemblage. Bien sûr, il y a des proportions différentes. Mais l'œuvre d'art, construction de quoi? Et avec quoi? Des matériaux, mais aussi des outils, des gestes en jeu. Cézanne construit le monde autrement. Sa structure, avec sa fameuse touche carrée. Ou bien est-ce là, on pourrait dire, la défaite du point de fuite unique que nous avions depuis la Renaissance. Ou bien on pourrait dire, la vraie question est, mais avec quoi construit-il? Peut-être un regard répété sur des morceaux de monde assemblés, de morceaux possiblement assemblés. Peut-être que là, nous avons une certaine anticipation du cubisme analytique, alors qu'on n'en est qu'à Cézanne, qui va ouvrir ce qu'on appelle le cubisme cézannien. On n'en est pas du tout au cubisme analytique. Alors, ça voudrait dire que Cézanne peut-être déconstruit notre regard en construisant une nouvelle vision du monde. Donc ma question, c'est avec quoi travaille vraiment Cézanne? Guillaume Toumanian, qui est un grand artiste peintre contemporain, avec ici les propositions de deux de ses œuvres, Hors-sol et Remous, nous dit par exemple qu'il doit construire le tableau et il doit le construire avec la partie qui correspond au ciel, à la partie du bas de l'œuvre, des nuages, même pas des nuages, des reflets de nuages dans l'eau. Il travaille avec quelque chose qui est disparaissant, comme s'il peignait un monde de retrait, écrivait à son propos Didier Arnaudet. Il peint le mouvement, il peint la vitesse, ce qui bouge vraiment, ce qui se déplace, ce qui glisse, ce qui prend la consistance de ce qui ne se voit pas, comme l'air, les nuages, l'eau. En fait, Guillaume Toumanian va vers un insaisissable, à ce qui échappe. Je me demande s'il ne s'intéresse pas à l'œil du cyclone de l'emprise. Et finalement, qui nous appelle en une création continuée chez le regardeur, en nous proposant sa logique, une logique assez étrange. Lorsque Karl Lacolla, qui est un artiste contemporain aussi, peint sur le corps, d'accord, là on n'est plus sur de la toile, mais sur du corps, eh bien, ce corps-là est retravaillé, reconstruit pour des propositions photographiques comme l'œuvre que vous avez à gauche. Donc, à gauche, c'est une œuvre, mais qui est extraite d'une performance. Donc, c'est une œuvre à plusieurs niveaux, là aussi. Une construction d'une œuvre avec une dimension, comme dirait Sacha Kagan à son propos, de sage-femme éco-poétique. C'est-à-dire, il va finalement accoucher de ce corps peint comme nouveaux matériaux, à la fois le corps, les matériaux qu'il utilise, la peinture, l'assemblage que l'on citait tout à l'heure, pour une nouvelle composition, un assemblage sur assemblage, un nouveau corps pétri, bâti et réassemblé pour une nouvelle proposition auprès du public. Et on peut en voir les différentes étapes. Et de l'autre côté,
une tout autre type de prélèvement photographique d'une œuvre de Carla Kolak, puisque c'est une œuvre que j'ai prise pendant une de ses performances. Donc ici, c'est le corps pris en mouvement d'une performance. C'est peut-être pas innocent si elle est à travers ce filtre. C'est peut-être un petit clin d'œil à Dürer, je ne sais pas. Là, c'est le modèle là, qui vient se jeter avec son corps peint contre l'écran dont on parlait tout à l'heure. Mais vous voyez, nous avons ici plusieurs niveaux de construction puisque nous n'en avons que peu que cette saisie d'un récit qu'il a réinventé en performance. Donc, construction d'une narration. En vérité, il s'agissait d'une référence à un mythe, absolument réinventé avec un travail avec le temps, le corps et son impact par rapport aux matériaux et par rapport aux autres corps. En guise de construction, donc je dirais, donc, de construction, un beau lapsus, de conclusion, sur la conclusion de ce point 4, je dirais, construction avec quoi renverrait à construction de quoi? Matériaux, techniques, outils, procédures élargies, comme écrivait Florence de Meredieu, le langage, le temps, la vitesse, le sens, l'énergie. Je cite les propriétés de la matière, je cite les arts donnés par la sensation. Un travail du matériel et de l'immatériel. D'après elle, elle parle d'un art qui ausculte le monde. Donc, on pourrait peut-être même parler de l'idée comme matériau en art, des matières comme matériaux, mais même le corps, le geste, le mouvement, le regard. Alors l'art fait-il feu de tout bois ou sait-il donc en jouer plutôt? Je me suis posé donc cette question, comme phrase de conclusion, sur la transitivité du verbe construire avec l'art, en fait avec les œuvres. En fait, avec les œuvres, finalement, construire n'est ni intransitif, c'est-à-dire on ne peut pas dire juste construire, mais ni transitif. On ne peut pas dire il construit ceci ou il construit cela. C'est un peu des deux et puis autre chose encore. L'art, finalement, fait œuvre de construction et son inverse, comme la machine est finalement l'inutilité, avec la machine inutile de Bruno Munari que j'ai redessiné, comme le rêve et la gravité profonde, comme le savoir-faire et le savoir-vivre, comme le savoir jouer avec nos rêves d'emprise. Merci. Merci. On ne peut pas laisser cette conférence sans quelques questions. Tu as choisi la construction géométrique dans une certaine mesure, avec les diagonales, les cercles, les symétries, les axes forts. Bon. Mais on sent aussi que la construction est pour toi aussi psychique, qu'on peut l'aborder d'un point de vue psychanalytique. Et j'aimerais que tu en parles un petit peu plus du point de vue psychanalytique. Toi, tu en as parlé. Mais est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots l'importance de ce que tu pourrais interpréter comme construction psychanalytique? L'approche psychanalytique, il y a plusieurs façons de répondre à ta question aussi. Soit on le considère à la notion d'élaboration. Il y a ce magnifique ouvrage qui titrait l'élaboration de François Duparc pour comprendre ce qu'est l'élaboration au niveau psychique. Et effectivement, on peut comprendre la notion de construction par cette possibilité de deux mouvements, d'aller vers une abstraction ou vers quelque chose qui serait de la régression, mais aussi quelque chose qui est un éloignement de l'objet. Par exemple, dans le processus du deuil, il y a un éloignement de l'objet et en même temps, on veut le retrouver, cet objet. Donc, il y a ces mouvements contraires qui amènent à une élaboration d'un troisième niveau, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que la création artistique, parce que la plus belle articulation entre l'approche psychanalytique et l'œuvre, c'est dans le processus de création. Et ce processus de création, dont on peut parler au niveau des artistes, mais chez le spectateur aussi, qui est invité à partager dans une certaine mesure, et pas de la même façon, bien évidemment. Il n'y a pas de relation égale, évidemment, puisque l'œuvre transforme, métamorphose tout cela. Eh bien, on peut, à mon avis, la rapprocher de cette notion d'élaboration. Ceci dit, il y a une autre façon de répondre à ta question, c'est de façon très proche et articulée, avec un art qui, pour moi, fait écho à des processus psychiques. Par exemple, un lien tellement fusionnel et double dans l'Oedipe et le Sphinx de Gustave Moreau, cet art de la fin du XIXe siècle, et qui va tellement loin qu'on a presque l'impression d'un rapport incestueux, et ça ouvre d'autres notions,
plus encore, peut-être dans ces procès-là, ces procès psychiques, que ce que l'on peut dégager en théorie. Mais aussi, encore une autre façon d'y répondre, c'est que tu as des œuvres qui vont complètement mettre à bas, renverser les possibilités d'appréhension psychanalytique classique de l'œuvre. Ça, c'est l'objet de mon ouvrage sur la performance, justement, où finalement, l'œuvre d'art nous oblige à dépasser la théorie, à aller en chercher d'autres, comme avec Cornelius Castoriadis ou d'autres penseurs un petit peu moins classiques sur la psychanalyse, et renverser ces approches pour comprendre ce que l'art, en bouleversant même, nous apprend à penser. Tu vois, ça, c'est vraiment d'autres... Après, il y en a d'autres encore, hein. Mais je vais te rechercher sur un point. Oui. Les constructions géométriques, notamment la peinture de la Renaissance et puis celle que tu as montrée jusqu'à Gustave Moreau, qu'est-ce qu'il y a derrière ce désir de s'assurer par la géométrie que l'on construit un univers ou que l'on dit quelque chose? Ouais. Alors ça, c'est vraiment une autre question. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec l'emprise, cette volonté d'emprise de l'homme sur lui-même, au fond, par l'intermédiaire de ses représentations, de pouvoir avoir cette emprise sur le monde. C'est ce que nous faisons toujours avec notre monde ou avec l'autre en général. L'autre, on n'arrive pas à l'en penser, à l'accepter. Juste si on a une petite emprise sur lui, c'est mieux. C'est ironique, hein, ce que je dis. Mais effectivement, c'est pour ça que de renverser sans cesse, remettre en cause sans cesse cette emprise, c'est pas facile à dire, sans cesse cette emprise, eh bien, l'art nous permet de finalement d'être plus modeste. Moi, c'est ce que m'apprend l'œuvre et ce qui me passionne aussi, c'est d'être plus humble par rapport à ce qu'on croit justement posséder, dominer, avoir sous la main, voire détruire, parce que l'emprise, ça va jusqu'à la destruction, pour des combinatoires des différentes pulsions de vie et de mort, et non pas l'une contre l'autre, mais des combinatoires des articulations, des intrications différentes. Voilà, c'est plus ça ta question. Merci. Merci beaucoup Cécile Croche pour cette conférence qui était extrêmement riche. Et je noterai d'abord la forme qui était un beau voyage bibliographique, parce que je crois que c'est une des présentations que j'ai vues avec le plus de références bibliographiques. Et puis aussi toutes ces images, dont certaines que vous avez produites vous-même, c'est ça, des dessins, des esquisses. Donc merci pour ça. Donc je vais rappeler votre question qui était la suivante. Une œuvre d'art est-elle une construction ? Et vous vous êtes d'abord demandé à quel niveau entendre cette question, et vous avez proposé 4 niveaux de compréhension. D'abord, et c'était le premier niveau, vous vous êtes dit que l'œuvre pourrait être une construction en tant qu'art. Et vous avez ainsi exposé différents facteurs qui permettent à l'art d'acquérir une indépendance et une valeur pour lui-même. La notion d'art a donc une histoire et même une naissance, et ce n'est qu'a posteriori que l'on applique cette notion d'art à des sphères géographiques ou temporelles où cette notion n'existe pas. Vous nous avez aussi montré que l'art, c'était aussi la remise en cause de l'art lui-même, sa déconstruction en fait, puisqu'il est question de construction. Et donc à ce premier niveau, on peut dire que l'art est donc construction de la notion d'art. Vous avez ensuite abordé un second niveau, celui de l'œuvre d'art elle-même comme construction, notamment construction par la théorie. Et une question centrale était alors, qui de l'art ou de la théorie influence l'autre ? Et vous avez montré que c'était un peu les deux, ou en tout cas que c'était difficile d'y répondre. Et à un troisième niveau, vous vous êtes demandé de quoi l'œuvre d'art était une construction. L'œuvre pourrait ainsi traduire la réalité de son époque. Et là, vous avez parlé d'œuvres sismographes, mais vous avez également précisé que l'œuvre peut dépasser la réalité, surpasser en fait ce rôle de sismographe. À un quatrième et dernier niveau, vous vous demandiez avec quoi l'œuvre construit-elle ? Matériaux, corps, narration, outils. Et vous avez proposé que l'idée elle-même pourrait être le matériau premier de l'art. Donc si je rappelle votre question, une œuvre d'art est-elle une construction ? Vous avez montré, il me semble, que la relation entre art et construction était étroite, mais qu'elle était également complexe et qu'il fallait l'envisager sous une pluralité de modalités. Je vous remercie beaucoup pour cette conférence.